Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble une copie de concours et on va commencer avec la copie que j'ai écrite quand j'étais au concours en 2021 pour la culture générale ESSEC dont le sujet était une citation. Pensez-vous, comme l'a écrit Montaigne, qu'il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme? On va expliquer tout ça dans l'idée qu'on peut voir des qualités, des défauts qui vont vous servir quand vous allez écrire vos propres dissertations pour voir un petit peu, pouvoir vous situer et puis réfléchir en même temps au sujet et à la forme qu'on peut lui donner. Moi j'ai eu plutôt des bonnes notes en culture générale au concours et en ce moment je continue une licence de philo en parallèle de HEC. Donc je pense que ce que je peux vous dire ça peut vous être utile. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette copie c'est qu'elle a eu 16 mais qu'elle est inachevée. Enfin, presque inachevée. Vous allez voir. C'est vraiment étonnant parce que elle a une bonne note, mais elle aurait vraiment pu ne pas avoir la moyenne, quoi. À pas grand chose près. Sur des questions de gestion du temps, quoi. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer. Pour les prochaines vidéos, si vous voulez m'envoyer vos copies de concours, copies de DS, ça peut être sympa. N'hésitez pas, et puis je verrai si je les lis en vidéo. Envoyez-moi par mail à kinoricontact@gmail.com. Et puis, si vous voulez télécharger cette copie, je vous mets un lien en description, comme ça vous pourrez aller et la lire de votre côté tranquillement. C'est parti, on commence cette lecture de copie qui a eu 16 en 2021. Alors, Hermanès commence son ouvrage Le Loup des Steppes par la lecture du traité du Loup des Steppes, document qui décrit parfaitement l'attitude de solitaire, de distanciation prise par Harry Haller, dont l'ouvrage ébauche la dualité. Par son comportement, Harry, bien qu'étant formellement un homme, évoque plutôt le loup solitaire. À travers cette étonnante inadéquation de l'essence et de la forme, on peut affirmer ici que sujet. Alors, cette accroche, elle est construite sur une référence qui est une référence très perso, un ouvrage que j'ai lu, que j'ai adoré. Et je la lis directement au sujet. Donc, je donne directement une question de problématique qui est l'étonnante inadéquation de l'essence et de la forme, qui est celle de Harry, qu'il rapproche du loup solitaire, donc de l'animal plutôt que de l'homme. C'est ça l'idée. Et ici, point de méthode, c'est toujours, si vous avez une méthode vraiment rigoureuse, c'est de toujours citer le sujet, entre guillemets, à la fin de l'accroche. Donc je pense que mon accroche, elle est bien, elle est rapide, les accroches, ça doit être vraiment rapide. Quelques lignes, 3-4 lignes même, idéalement. Mais bon, là, on a un peu monté. Mais c'était important, on ne pouvait pas vraiment faire plus court. Ensuite, on rentre dans le gros du sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire tout ça et je vais vous commenter ça. L'exemple de Harry pose en effet qu'il se trouve plus de différence entre lui et un autre homme qu'entre lui et un loup. Donc là, je dis, voilà pourquoi j'ai pris cet exemple. Cet énoncé est pourtant surprenant, car il déduit du paraître une proposition sur l'être dont la véracité n'est pas immédiate. Un animal, du latin animus, le souffle de vie, se définit comme un être immanent doué de mouvement, de capacité, de nutrition, de sensibilité. L'homme, lui, possède en plus l'esprit dit animus ainsi que le mens, l'intelligence. Ce complément devrait constituer une différence définitoire au sens d'Aristote. L'homme est un animal général doué de raison particulier. Cette différence est-elle alors de degré ou de nature ? La citation de Montaigne, auteur du XVIe siècle, suppose qu'il existe une différence de degré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut ontologique de l'homme à l'animal. Surtout, il ne s'agit pas d'une différence accidentelle, autrement il y en aurait une multitude, alors que différence est au singulier. Il s'agira alors de démontrer en quoi cet écart au commun est unique et en quoi cet écart est de degré. Cette approche attribue déjà au verbe trouver le sens d'exister. L'on pourra pourtant contester ce sens en attribuant à trouver une valeur de potentialité. Il se trouve comme il est possible qu'il existe. De cette manière, trouver s'inscrit dans un processus de recherche aboutissant à une trouvaille. De quelle recherche s'agit-il ? Il s'agit de la recherche de tel homme et de tel animal, donc de la recherche d'exemples particuliers au sens d'une méthode inductive. On retrouvera alors la critique classique de la méthode inductive qui ne finira jamais d'analyser le particulier avant de conclure sur le général. Généraliser n'est cependant pas ici l'intention de Montaigne qui se contente d'une information logique de la forme « il existe au moins un exemple tel que ». Mais trouver connaît encore un sens distinct.
Trouver une qualité, c'est la sentir, non la découvrir. Il pourrait alors se trouver au sens de s'observer, se ressentir une différence, c'est-à-dire percevoir une différence sans préjuger de sa nature. Elle pourrait marquer la proximité et masquer la différence ontologique de tel homme à tel animal. Alors cette introduction, elle est bourrine, elle est vraiment balèze. On va revenir vraiment sur précisément ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Alors, on commence par faire le lien entre l'accroche et le reste du sujet. Donc là, c'est OK. Ensuite, cet énoncé est surprenant. Donc là, on introduit un aspect de problème. C'est-à-dire, on introduit, mais voilà où est le problème dans le sujet, en fait. Mais bien sûr, c'est pas la problématique, vous l'avez compris. Ensuite, c'est les définitions. Donc ça, classique. Pas trop de rien de spécial sur les définitions. C'est des différences classiques du thème. Par contre, il y a un point hyper important à souligner, c'est que là j'introduis Aristote et là j'introduis Montaigne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vous déconseille de mettre des auteurs dans l'introduction. Il faut vraiment éviter de mettre des auteurs, de mettre des arguments dans l'introduction, c'est absolument à bannir. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc c'est pour ça que c'est un exemple intéressant, c'est que je ne les ai pas utilisés comme des arguments, je les ai utilisés plus comme des outils d'analyse du sujet. Donc en gros, là j'ai dit, ce complément devrait constituer une différence définitoire au sens d'Aristote. Donc en gros, il faut savoir que pour créer une définition, en fait c'est la définition de définition basiquement, il vous faut un élément général et un élément particulier. C'est-à-dire, ce mot, vous le rattachez à un général et vous le rattachez à un particulier. Donc pourquoi j'ai mis Aristote ici ? Qu'est-ce que ça vient faire ? En fait, ça vient juste servir à dire que l'homme est un animal doué de raison. Et ça m'aide à poser la question suivante, cette différence est-elle alors de degré ou de nature ? Et en fait, ça va structurer ma dissertation. Y a-t-il une différence de degré ou de nature ? Parce que si je dis l'homme est un animal doué de raison, est-ce que je dis qu'il est doué de raison, c'est une différence de degré ? Donc l'homme est un animal mais plus intelligent. Ou est-ce que je dis que c'est une différence de nature, c'est-à-dire l'homme est-il un animal et étant intelligent, ça le rend par nature différent des animaux. En gros, c'est ça la question. Donc c'est pour ça que je fais appel à Aristote. C'est juste pour poser un problème. Et pourquoi je fais appel à Montaigne ? Eh bien, c'est parce que c'est l'auteur de la citation qu'on nous a mis dans le sujet. Et il faut savoir que j'ai très mal géré un truc dans cette dissertation, c'est Montaigne. J'ai très mal géré Montaigne parce qu'en fait, quand vous avez un auteur qui a une citation qui est utilisée dans le sujet, il faut revenir sur la pensée de cet auteur et l'expliquer et au moins en dire beaucoup. Enfin, il y a plein de trucs à dire sur Montaigne. Mais moi, c'est un auteur que j'avais pas très bien travaillé pour le thème, donc j'avais pas beaucoup de ressources à utiliser. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bah déjà, j'essaie de rassurer le correcteur. Je dis auteur du XVIe siècle. Alors, vous allez me dire, ça ne sert à rien de mettre ça, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont oublié ou qui sont pas très sûrs que Montaigne était un auteur du XVIe siècle, et pas du XVe, pas du XVIIe, etc. Donc mettre ça, ça veut dire pour le correcteur, regarde, je sais à quel siècle est Montaigne, et je le connais, t'en fais pas. Donc c'est juste un élément un peu psychologique pour dire, sois rassuré, je connais Montaigne. Alors, maintenant, si je reviens sur Montaigne, c'est pour problématiser. Donc là, vous voyez que on a quitté cette partie de définition qui était le tout début, et là on arrive dans la partie de problématisation. On va trouver où est le problème de cette dissertation. Donc, il y a beaucoup de problèmes que j'essaie de soulever. En gros, l'introduction, c'est l'endroit où vous devez soulever un maximum de problèmes qui vont être pertinents pour pouvoir être traités ensuite dans la dissertation, quoi. Donc, les citations de Montaigne supposent qu'il existe une différence de degré. Donc là, déjà, on a un premier problème, c'est que ça suppose. Et en fait, si c'est supposé, eh ben, il va falloir le questionner. Parce que tout ce qui est supposé dans un sujet de culture générale doit être questionné. Donc, dès que vous avez un sujet, n'importe quoi, HEC, c'était dire l'animal. Bah, si vous allez directement dans une dissertation sur dire l'animal de telle manière, numéro 1, de telle manière, numéro 2 et tout, bah, ça va pas aller. Parce qu'il faut poser la question de... Mais au fond, peut-on dire l'animal ?
C'est ça aussi la question du sujet. Donc c'est un peu retourner le sujet, le questionner, l'interroger, c'est ça qu'on vous demande en intro. Donc là, c'est ce que je fais, je dis, il suppose qu'il existe une différence. Je résume un petit peu en quoi ça va nous servir pour la dissertation, il s'agira de démontrer, machin. Ensuite, je questionne ça qu'on vient de trouver, en disant, cette approche attribue au verbe trouver le sens d'exister. On pourrait pourtant le contester, en attribuant à trouver une valeur de potentialité, etc. Mais plus bas, je le conteste encore. Plus bas, je le conteste encore parce que je dis trouver connaît encore un sens distinct. Trouver une qualité, c'est la sentir, non la découvrir, etc. Donc là, je fais vraiment une décomposition des termes du sujet en même temps que la problématisation. C'est une manière de dire que les termes sont problématiques. Alors, surtout, ce qu'il faut bien lire ici, c'est qu'il y a 3 sens au verbe trouver. Et en fait, ces 3 sens, je les explique en introduction. C'est-à-dire, je dis, il y a 3 sens, et donc il y a 3 lectures possibles du sujet. Quand on dit « il se trouve », donc c'est soit qu'il existe, il se trouve au sens de c'est déjà le cas, ou alors c'est il se trouve au sens de il peut se trouver, donc c'est plus un potentiel, c'est-à-dire on va réaliser une recherche pour les trouver, ou bien il se trouve, ça a aussi un autre sens, qui est celui de percevoir, qui est juste celui de percevoir une qualité, c'est-à-dire moi je te trouve beau, moi je te trouve intéressant, je sais pas quoi, et donc là, sens très différent. Donc ça va changer totalement la lecture qu'on peut faire du sujet, et en fait ça va être notre porte de sortie pour faire une 3e partie. En fait, quand je donne cette définition de trouver ici à la fin, eh bien je suis en train de dire je pose ça là parce que ça va nous servir pour arriver en 3e partie. Et en fait, souvent, je fais ça dans mes dissertes. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais souvent, je finis mon intro, enfin en tout cas juste avant la problématique, sur un élément qui va me servir pour ma 3e partie. Ensuite, problématique. Dès lors, existe-t-il au moins un exemple de proximité ontologique d'entre l'homme et l'animal ? Donc j'ai bien perçu en fait avec ça que le sujet parlait de la proximité ontologique de l'homme et de l'animal, c'est-à-dire est-ce que l'homme est un animal ou est-ce que l'homme n'est pas un animal ? Ce qui est une question hyper importante, qui est vraiment la question centrale du thème. Et par le « existe-t-il au moins un exemple ?» je montre que j'ai compris la démarche et que ça va être notre démarche dans la dissertation. C'est-à-dire que quand Montaigne utilise sa citation il se trouve, il peut se trouver, machin, machin, eh bien il est en train de dire ce que j'ai dit plus haut, on va chercher des exemples particuliers, au sens d'une méthode inductive. Donc c'est la démarche que j'adopte. Je pense que cette démarche, elle est intéressante, parce que c'est la démarche philosophique. C'est la démarche philosophique qui est de poser des problèmes et de mettre en place une méthode pour trouver une solution. Alors ensuite, c'est l'annonce de plan. Donc nous verrons qu'il existe bien de nombreux exemples d'une proximité plus grande d'entre l'animal et l'homme qu'entre les hommes. Ensuite, toutefois, ceux-ci ne parviennent pas à récuser le saut ontologique entre l'homme et l'animal. Enfin, masquer ce saut supposera de s'affranchir des limites du langage, de retrouver la perception de la différence. Donc ça, c'est une autre manière de dire, on va revenir sur le 3e sens du mot « trouver ». Et je dis bien masquer ce saut. Je dis pas annuler ce saut, je dis bien masquer, ce qui veut dire que je ne vais pas contredire ce que j'ai dit plus bas. On va faire le point sur quelles sont les 4 parties de l'introduction. Normalement, vous les connaissez. Premièrement, une accroche assez courte, 3, 4 lignes, 5, 6 lignes, mais pas plus, annonce de sujet. Deuxième partie de l'introduction, alinéa. Vous arrivez sur la partie définition et problématisation. D'abord, on va définir les termes du sujet, lier l'accroche avec le sujet, définir les termes et chercher les problèmes du sujet. Troisième partie, c'est la problématique. Vous mettez une problématique, une seule question pour faire problématique pour l'ensemble de votre dissertation comme un fil rouge qui va vous guider. Quatrième partie, c'est l'annonce de plan. 3 phrases ou 2 phrases qui annoncent chacune une ou 2 parties de votre dissertation, mais idéalement c'est quand même une phrase par partie. Et là, vous avez terminé votre introduction. Alors maintenant, on va arriver dans un endroit qui est hyper intéressant, je trouve, c'est la première partie de cette dissertation, et je trouve que c'est une partie qui est très enrichissante en termes de méthode,
de méthode de rédaction. Donc là, j'ai posé la démarche. J'ai dit, nous verrons qu'il existe bien de nombreux exemples d'une proximité. Existe-t-il au moins un exemple? C'est la question et la réponse. Bon. La perspective la plus évidente de proximité entre l'animal et l'homme est celle du comportement. Donc je suis en train de dire, si on veut trouver des exemples, il faut trouver des exemples sur le comportement. Mais encore faut-il démontrer que la différence n'est que de degrés. Parce que ça, c'est une supposition du sujet. Et ma démarche, c'est d'interroger directement cette supposition. C'est-à-dire, je ne vais pas construire ma disserte sur un truc qui n'est pas interrogé. Et ce truc pas interrogé, c'est que la différence est de degrés. Il s'agira donc de poser sur un même plan l'animal et l'humain, c'est-à-dire de démontrer une identité biologique. Donc là, je suis en train de dire, voilà ce que je vais faire dans cette sous-partie. Là, je dis, voilà ce que j'ai envie de faire, et voilà, pour y arriver, je dois d'abord faire ça. Ce lien a été examiné par Darwin dans La filiation de l'homme. En effet, citation, « Cette entreprise évolutionniste permet de mettre l'homme en filiation avec le vivant, de l'inscrire comme participant du même règne vivant que les animaux. Ainsi, de même que l'animal, l'homme est le produit du hasard et de la nécessité, c'est-à-dire d'un processus de sélection naturelle des traits qui permettent la meilleure survie dans l'environnement. Cette égalisation par le mécanisme biologique permet alors à Darwin d'affirmer la différence d'entre l'homme et l'animal le plus évolué est toujours une différence de degré, non de nature. » Et donc là, je viens de prouver mon point, c'est-à-dire que là, j'ai posé ce que je veux montrer, et là, j'ai expliqué le mécanisme, et là, j'ai prouvé mon point. Dès lors, s'il n'est plus que question de degrés, il devient concevable d'envisager une différence plus grande de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme. Mais il faut encore démontrer son unicité. Voilà. Alors, petite remarque ici. Donc, il me semble, moi pour ma part, quand je dis ça, que le lien, en tout cas que l'explication que je fais est très claire, du moins que ma démarche est très claire, voilà ce que je veux montrer. Pour le montrer, je dois démontrer ça. Pour démontrer ça, j'utilise cet exemple. Conclusion, avec la citation de Darwin, j'ai bien effectivement montré ça. Petite remarque, j'ai parlé du hasard et de la nécessité. Ça, c'est le nom d'un ouvrage évolutionniste qui est paru, je ne sais plus, dans les années 60, je crois. Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, quand je fais ça, je fais une référence à cet ouvrage. Et donc, si le correcteur le connaît, il va repérer la référence et il va comprendre que j'ai encore plus de contexte, que j'ai encore plus d'informations sur la théorie de l'évolution que ce que je dis dans mon paragraphe. Donc ça, c'est vraiment une référence cachée, quoi. C'est une référence cachée. Et vous pouvez en faire, hein, n'hésitez pas à en faire, à mettre une allusion, c'est-à-dire que si le correcteur le connaît, il va trouver ça cool. S'il ne connaît pas, il ne vous pénalisera pas parce que vous avez mis trop de références. Donc, j'ai réussi à montrer ce point. Maintenant, on arrive au point suivant. Deuxième sous-partie. Cette différence de degré est alors de quelle nature? Donc là, je joue un peu sur les mots, mais c'est quand même important de le définir. Pourquoi le dire unique? Au-delà des multiples différences physiologiques de l'animal à l'homme, il faut concevoir une différence propre à l'individu, à tel animal et à tel homme. Celle-ci ne peut qu'être d'ordre comportemental, pour ne pas dire moral, car le comportement dépend de chacun sans impliquer l'espèce. Alors je sais plus trop pourquoi j'ai parlé d'unicité, et je pense que c'est un aspect qu'on peut reprocher comme nuisant à la clarté de la copie. Mais en gros, si j'ai parlé de ça, c'est pour revenir sur la citation de Montaigne, qui disait qu'il se trouve plus de différence au singulier. Donc j'ai insisté sur le mot unique. Voilà, je pense que j'ai un peu exagéré sur l'analyse des termes et que je suis allé un peu trop loin, parce que là ça embrouille un petit peu, il me semble. Voilà. Donc c'est une critique qu'on peut faire. Donc là on part sur le comportement, avec l'argument de Plutarque, qui était un auteur très classique qu'on avait sur le thème. D'une part, on peut trouver tel animal qui présente un comportement visiblement plus moral que tel homme. Donc ça, c'est thèse numéro 1. C'est argument numéro 1. On peut trouver un animal avec un tel comportement. Donc là, je cite Plutarque. Là où nous n'attribuons la loi et le droit qu'aux hommes seuls, les animaux font preuve de bonté.
découlant d'un cœur généreux comme d'une source abondante. Donc Plutarque dit, il y a des animaux qui sont bons, alors que les hommes nécessitent d'avoir le droit et la loi pour être bons. C'est-à-dire, ils nécessitent la sanction pour bien se comporter. Donc ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et là, j'explicite un petit peu, sinon c'est un peu léger, avec la philia, avec le chien fidèle ami de l'homme, etc. Donc là, jusque-là, je suis en train de dire, Plutarque nous dit qu'il y a bien des animaux, plus justes que l'homme, et que même c'est en général aux animaux. Naturellement, moi, juste. Alors là, ça, cet argument, il est clair, il me paraît bien. Par contre, après, je reviens sur Montaigne. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite dans cette dissertation. Montaigne, dans ses essais et à la suite de Plutarque, élabore également sur ces différences de degré de comportement entre tel animal et tel homme. Mais établir cette variabilité du comportement chez l'animal suppose de la percevoir chez l'homme également. Donc ça, c'est la suite. J'introduis la suite. Mais ça, c'est très maladroit. Ça, c'est très très maladroit. Parce qu'en gros, ce qui a été étudié sur ce thème, pour ceux qui n'ont pas étudié l'animal, c'est que, tout simplement, Montaigne, c'est l'actualisation de Plutarque. Et donc, le sujet, c'est une citation de Montaigne. Et donc, moi, ça me gênait beaucoup de ne pas faire de sous-partie sur Montaigne. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça ressemble à du name dropping. Ça ressemble à du name dropping, c'est Plutarque, puis Montaigne et tout. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il faut enlever cette phrase. Il faut vraiment enlever cette phrase. Parce que c'est pas assez précis pour être intéressant. C'est trop court. Enfin, ouais, c'est pas bon, quoi. Donc là, je dis ce qu'on va faire ensuite. Et je continue. D'autre part, donc, l'on peut trouver tel homme dont le comportement est visiblement plus animal qu'humain. Il s'agit alors de définir cette distinction. Un comportement animal est préoccupé par l'immédiat, là où l'homme se préoccupe d'autres aspects généraux. La cité, le bien commun, le passé ou l'avenir. D'abord, argument général. L'on peut alors le dire d'un comportement cruel. Donc le langage atteste comme synonyme de comportement inhumain un comportement animal. On peut le dire d'un comportement cruel. Et là, exemple. Dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme, c'est le comportement du psychiatre et cannibale Hannibal Lecter qui semble le plus se rapprocher d'un comportement animal. Sa cruauté dépasse même celle de l'animal, car Hannibal a conscience d'être cruel. Elle est donc d'un degré plus élevé. Il exerce non seulement une violence physique, mais encore psychologique sur ses interlocuteurs. En ce sens, face à une telle différence morale entre tel homme et tel autre, et parce qu'un comportement humain peut avoir d'inhumain, ou parce qu'un comportement animal peut avoir de bon, l'on peut bien trouver une telle différence plus grande d'homme à homme que d'animal à homme. Donc là, je conclus ma première partie. Donc en gros, si vous avez bien suivi le déroulé, je suis en train de dire dans cette partie, on va montrer qu'il existe de nombreux exemples d'une proximité plus grande entre l'animal et l'homme qu'entre l'homme et l'homme. Première sous-partie. Pour le dire, il faut qu'on puisse mettre l'homme et l'animal sur un même plan. Donc on va le prouver grâce à la théorie évolutionniste. Deuxième sous-partie. Pour le dire, on va d'abord montrer que les animaux sont bons. Troisième sous-partie. Pour le dire, on va montrer que les hommes peuvent être cruels, plus cruels que les animaux. Conclusion. Il y a des animaux plus bons que les hommes, il y a des hommes plus cruels que les animaux, donc, logiquement, on peut dire que cette citation est juste. Donc c'est la démarche, c'est vraiment la démarche qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, je veux prouver ça, j'ai besoin de prouver ça d'abord, ok j'ai prouvé ça, ensuite, mon point je vais le prouver en 2 points, premier point, deuxième point, etc. Donc c'est vraiment cette démarche à comprendre, argument, puis exemple, etc. Donc c'est vraiment un truc à suivre. Il me semble que, si je dois être un peu critique sur ce que j'ai fait, il me semble que ce paragraphe est très bien dans sa démarche. Une erreur ici sur Montaigne. Et un petit manque de clarté, je trouve aussi en même temps. Le sujet est difficile. Enfin, difficile. Il est difficile
Du moins, quand on l'énonce, ça manque de clarté, je trouve. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Transition. Cette première analyse repose sur l'idée d'une différence de degré établie par la science. Et là, je vais le contester pour pouvoir avancer. Mais la science ne peut traiter que le général, tandis que la philosophie, analysant chaque homme particulier non comme objet vivant mais comme sujet moral, établit une différence de nature entre l'animal et l'homme. Et donc là, je suis en train de dire, d'accord, on arrive à cette conclusion. Mais cette conclusion, elle repose sur l'idée que la différence est de degré. Ce qu'on a prouvé avec la théorie de l'évolution. Donc là, je suis en train de dire, on va questionner ça. Ce qu'on a prouvé, on va le re-questionner. Donc c'est un peu la démarche, hein, c'est-à-dire je montre quelque chose, mais en même temps, j'essaie d'aller plus loin. Petite remarque sur la démarche philosophique à adopter. C'est hyper important d'avoir une démarche philosophique. La démarche philosophique, c'est quoi? C'est juste de poser des questions et de chercher des réponses. C'est ça l'essence de la philosophie, c'est la recherche de réponses, l'amour de la sagesse. Donc quand vous avez une démarche philosophique, ce qui est normalement ce que vous devez adopter quand vous faites une copie, une dissertation de culture générale de lettres et de philosophie, c'est de poser des problèmes et de chercher des réponses. Donc c'est toujours cette démarche de j'avance dans une réflexion et je progresse. Et c'est vraiment pas la démarche de j'empile des références les unes à la suite des autres pour l'amour des références. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment chercher à répondre à un truc, c'est démontrer quelque chose. Donc c'est ça en fait, la démarche philosophique dans une copie de dissertation, dans une disserte, c'est la démonstration. C'est-à-dire, on veut montrer quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'on établisse d'abord avant de le démontrer, et quels sont les arguments qui vont nous permettre de le démontrer, quoi. Donc c'est souvent les paragraphes que moi je fais en dissertation, c'est d'abord, voilà ce qu'on veut montrer, ensuite, de quoi on a besoin pour pouvoir le montrer, quels sont les présupposés, les trucs qu'il faut d'abord poser, et ensuite quels sont les arguments qui vont nous permettre d'établir clairement que ce qu'on veut montrer, enfin qu'on arrive à le montrer, quoi. Voilà. Donc c'est ça la démarche. Et la démarche, c'est une démarche de recherche qu'il faut mettre en place à toutes les étapes. Si je dois faire une remarque sur la forme, bah saut et tout est clair, petit alinéa. Faites attention à la forme, quoi. J'insiste pas trop dessus parce que il me semble que c'est connu. Mais attention, bien la clarté des alinéas et tout. Pas de saut de ligne entre les sous-parties. Un saut entre les transitions. Donc là, on entre dans la deuxième partie. En quoi, alors, la philosophie trouve-t-elle un saut ontologique entre l'animal et l'homme? L'animal serait simplement pur corps, là où l'homme s'élève. Donc ça, c'est mon argument. Et mon argument, je vais le montrer par différentes choses. Première chose, on retrouve la règle antique de la tripartition des styles. Donc ça, c'est purement un côté littérature, hein. Je connais la tripartition des styles. L'animal est bas, l'homme est sublime, etc. Donc là, c'est très culturel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être en désaccord avec ça. Il n'empêche que c'est un héritage culturel qu'on a, donc il ne faut pas avoir de problème pour utiliser ces arguments. Cette distinction origine du platonisme, selon lequel l'homme est une âme prisonnière d'un corps qui aspire à rejoindre le monde des idées. Donc là, je contextualise. L'animal n'est lui que corps matériel, il y a donc distinction entre l'esprit et la matière. Le poète baroque Chassigné. Donc là, on part sur un exemple. Donc ça, c'est un peu le fondement philosophique. Et ça va vraiment être l'exemple. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de citer Platon, vous pouvez juste dire que c'est du platonisme et que c'est culturel, quoi. L'esprit et la matière, enfin voilà, c'est très classique. Ensuite, le poète baroque Chassigné. Donc ça, c'est un exemple plus original et classique. Donc je vous laisse lire, ça c'est très littéraire. Les procédés, etc. C'est trop long. C'est trop long, hein, vraiment c'est trop long. Je voulais caser cet exemple parce que c'est un très bon exemple pour le thème, mais c'est trop long, c'est pas assez clair, pas assez efficace. Donc là je peux conclure. Il y a donc une distinction nette, ontologique, décrite entre l'homme proche de l'idée et l'animal, symbole du corruptible et de la matière. Donc encore une fois, c'est le même schéma, vous voyez. Voilà ce qu'on va prouver. Donc voilà la question qu'on pose. Voilà ce qu'on va prouver. Et ensuite, quand on revient en bas, voilà ce qu'on a prouvé. Donc là, c'est un peu la conclusion de la sous-partie. Ensuite, on continue. On approfondit l'argument.
Au-delà de l'esprit, l'animal se différencie ontologiquement de l'homme en ce qu'il n'est pas doué de raison. Donc là, je différencie l'esprit et la raison. Et on va aller sur un côté un peu plus peut-être pratique, c'est-à-dire une capacité d'abstraction qui empêche de dépasser le cadre des pulsions. Notez le lexique. Une longue tradition philosophique et scientifique, des stoïciens aux behavioristes en passant par Descartes, soutient cette différence comportementale fondamentale. Les animaux n'ont pas de volonté propre. Alors, attention ici, il y a plusieurs choses à dire. Sur le sujet de cette longue tradition, c'est une manière de dire que je connais le contexte philosophique et scientifique derrière mon argument, et que je ne vais pas le citer. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, tiens, d'après tel philosophe, ceci, d'après tel scientifique, cela, et d'après Descartes, cela. Je dis juste, ça a été soutenu par une longue tradition. Et je dis, ensuite, pour terminer cette longue tradition, je choisis de prendre comme exemple Freud. Donc, c'est encore une fois un argument qui vient un peu dégommer ma première partie, quoi. Et il me semble que c'est important pour la démarche. C'est important pour la démarche de questionner ce qu'on écrit, de questionner, de chercher à aller plus loin, à approfondir. Freud, dans Le malaise dans la culture, 1929, soutient ainsi que c'est par la lutte contre les pulsions thanatiques que la vie en société est rendue possible. C'est donc cette caractéristique humaine, la culture, qui crée en chaque individu un surmoi qui refoule les pulsions de mort, les tendances agressives. Ce faisant, l'homme étant toujours produit et acteur de la culture, il ne peut être plus proche de l'animal que de l'homme, car celui-ci n'a justement pas accès à la culture. Donc ça, c'est une manière de rétablir un saut ontologique de l'homme à l'animal, quoi. C'est-à-dire, donc ça, c'est vraiment la théorie de Freud dans Le malaise dans la culture que j'ai lu, que je vous invite à lire. C'est qu'il y a une lutte contre les pulsions thanatiques qui permet la vie en société. Et donc l'homme est un produit de la culture. Or, l'animal ne l'est pas. Donc, il y a une différence nécessairement entre l'homme et l'animal. Donc, on ne peut pas les étalonner sur un échelon d'intelligence, etc., comme en première partie. Ensuite, on continue. En raison de ce saut que représentent l'esprit et la culture. Donc, je récapitule ce que j'ai dit. On ne peut plus affirmer une simple différence de degré entre l'animal et l'homme. Donc voilà, la conclusion terrible, c'est que ma première partie ne tient pas. Mais elle a été nécessaire pour arriver jusque-là, laquelle permettrait un étalon de moralité. Ce saut ontologique implique au contraire l'absence de morale chez l'animal. D'après Kant, dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, tout être moral est doué d'entendement. Or, l'animal n'a pas d'entendement. En effet, il est dépourvu de capacité d'abstraction que seul permet un étalon de valeur. Qui seul permet un étalon de valeur. Ainsi, un comportement animal, dit bon au sens de Plutarque, ne l'est qu'accidentellement et ne l'est qu'au regard de l'homme. Hyper important. L'on peut alors conclure que l'animal n'a pas de morale et à partir de là qu'il ne peut être un animal plus proche d'un homme qu'un homme d'un autre, selon le syllogisme suivant. Donc là en gros, où est-ce qu'on en est ? Je vais conclure sur pourquoi ma première partie ne tient pas. Donc en citant Kant et en explicitant le truc. En gros, mon argument, il est vraiment très simple. Il va être résumé par le syllogisme que j'explicite et qui me sert juste à dire, voilà pour résumer l'idée. Et vous allez comprendre avec le syllogisme si jamais c'était pas très clair. Toute différence en valeur entre être et morale. Donc ça, c'est ce que j'ai dit en première partie. Différence de valeur parce que l'animal est bon ou parce que l'homme peut être cruel. Or, les animaux n'ont pas de morale. Parce que, je l'ai montré ici, ils n'ont pas de morale parce qu'il y a un saut ontologique, parce que les animaux n'ont pas d'entendement. C'est vraiment la théorie de Freud. Elle n'a pas à être spécifique à l'animal, cette théorie, mais juste, je peux la réutiliser pour mon thème. Et là, donc les animaux ne peuvent être étalonnés sur une échelle de valeur avec l'homme. Il s'ensuit qu'on ne peut pas trouver d'exemple particulier accréditant la citation de Montaigne. Donc là, conclusion de ma deuxième partie. Conclusion de ma deuxième partie, la citation de Montaigne ne peut pas être vérifiée. C'est vraiment une recherche qu'on fait, c'est une enquête quoi, c'est une enquête. Alors maintenant, il se trouve que là,
Maintenant, quand je suis ici, j'ai plus beaucoup de temps. Et j'en suis arrivé à ma troisième partie. Donc ma troisième partie, vous vous en souvenez, j'ai laissé une petite bouée de secours dans mon introduction, qui était de redéfinir le sens de trouver. Parce que sinon, on arrive à un blocage, c'est-à-dire, on est bloqué, on a essayé de montrer en première partie qu'il y avait des exemples. En deuxième partie, on a dit que c'était impossible de trouver des exemples. Donc là, transition. Il s'agira alors de redéfinir trouver comme un jugement de goût, à partir duquel l'on pourra développer une subjectivité qui établira la différence non comme valeur, mais comme jugement de valeur. Et là, hyper important. J'ai trouvé l'angle d'attaque de la troisième partie. En première et deuxième partie, j'ai dit la différence entre l'homme et l'animal est une différence de valeur. Donc en première partie, j'ai dit pourquoi, en deuxième, j'ai dit pourquoi pas. Et là, en troisième, je dis ça va pas être une différence de valeur, ça va être un jugement de valeur. Et là, ça résout les principaux problèmes qu'on avait. Petite note sur les transitions. Les transitions, dans une dissertation, elles sont très très importantes. Elles doivent être très courtes, 2-3 lignes environ, un petit peu plus éventuellement. Mais une transition, ça vous permet de montrer là où vous en êtes arrivé et surtout de préparer la suite. C'est-à-dire de dire, ok, on est arrivé à cet endroit, mais en fait, voilà pourquoi on va continuer sur une deuxième, sur une troisième partie. Donc vous avez toujours deux transitions en dissertation, celle entre la première et la deuxième, et celle entre la deuxième et la troisième partie. Et ces transitions, elles doivent servir à aborder la suite, à préparer la suite, à dire pourquoi vous allez continuer d'écrire, pourquoi vous allez continuer votre recherche, votre démonstration. Alors, maintenant, ma troisième partie, elle est maladroite. Et non seulement elle est maladroite, mais elle est courte. Elle est très courte. Ça, c'est mon dernier paragraphe. Et ça, c'est ma conclusion. C'est pour ça que je vous dis que ma copie est inachevée. Donc, on commence. L'existence d'un sceau ontologique ne rend pas caduque la citation de Montaigne. En effet, le langage est nécessaire pour dire la différence. Or, celui-ci se heurte à sa limite face à la réalité. Il s'agira donc de trouver d'autres langages pour exprimer le jugement de valeur. Donc là, je pose ce qu'on va rechercher dans notre troisième partie. Donc là, je dis la deuxième partie, en gros, ça veut dire ça, la deuxième partie ne rend pas impossible la troisième partie. Mais faisons d'abord état de cette limite du langage. Donc là, je dis, le langage est nécessaire pour dire la différence, or il se heurte à sa limite. Donc là, je dis, eh bien d'abord, on va prouver sa limite. C'est le même truc que la première partie, c'est, on va montrer ça, mais pour montrer ça, il faut qu'on montre ça, donc il faut qu'on montre que le langage a une limite. Et pour montrer que le langage a une limite, je vais utiliser cet argument. Donc j'utilise Aristote, qui est un auteur que je voulais... que j'avais personnellement approfondi sur cette question du langage, et donc je pouvais l'utiliser sans trop de problèmes. Donc Aristote, dans sa métaphysique, et c'est un argument que j'ai utilisé aussi dans ma dissertation à HEC d'ailleurs, propose de différencier le réel de nos discours sur le réel. En effet, notre discours attribue au réel des énoncés logiques mais faux. Ainsi, dire « tel animal est bon », première partie, c'est réaliser une analogie d'attribution sur le sujet « tel animal » par le prédicat « est bon ». Terme très spécifique, analogie d'attribution. Le dire ne signifie pas qu'il est effectivement bon, mais seulement qu'il a un comportement interprétable par projection d'un comportement humain comme un comportement bon. Donc ça, c'est vraiment mon argument sur la limite du langage qui explique pourquoi on s'est trompé en première partie. Dès lors, ce langage rencontre une limite certaine pour différencier l'homme et l'animal. On peut trouver d'autres formes de langage. Donc vraiment, l'argument, il est super rapide, il est super simple. C'est juste l'argument de la projection anthropomorphique. Ensuite, deuxième sous-partie, on peut d'abord trouver un langage des corps. Et vous verrez que la troisième sous-partie, c'est une autre forme de langage, et celui de la littérature. Donc là, je prouve, et là, j'argumente. Le langage des corps, c'est quelque chose qu'on étudie très très souvent, en tout cas sur ce thème, mais aussi sur d'autres thèmes, c'est la phénoménologie. On va y arriver. En effet, les corps animaux sont riches de signification, et les étudier au regard du corps humain permet alors de considérer une proximité entre tel animal et tel homme prise comme une intersubjectivité, sans démentir le sceau ontologique. Il s'agit en effet de trouver,
c'est-à-dire percevoir une différence. Merleau-Ponty explique alors. Le corps, par sa présence, exprime quelque chose. Il est le lieu d'une intercorporéité comme intersubjectivité qui sera proprement le moyen de repenser le vivant animal et le vivant humain comme lieu de la rencontre inédite et toujours à renouveler entre les corps. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Cette perspective permet alors à chaque sujet de se faire juge de la différence entre animal et homme par la présentation des corps. Alors, j'utilise un vocabulaire vraiment spécifique à la phénoménologie pour montrer que je sais un peu de quoi je parle et que je fais pas du name dropping de Merleau-Ponty pour dire voilà Merleau-Ponty troisième partie, mais que je montre voilà que je sais de quoi il s'agit. Donc il me semble que l'argument est assez clair même si les citations sont compliquées. Donc c'est-à-dire, on revient sur le sens de trouver ici. Pour être vraiment très clair en fait, si je voulais être très très clair, je dirais on réutilise le sens de trouver, le troisième sens qui est celui du jugement. Donc c'est le jugement par l'intercorporité, c'est-à-dire comment dire ça, c'est-à-dire juste la perception du corps d'autrui. Et enfin, une autre forme de langage qui permet d'établir la différence sans gommer le son ontologique est celui de la littérature. En effet, par la fiction, le personnage animal et le personnage humain, notez le vocabulaire, prennent une valeur indéfinie, laissée à l'appréciation, au jugement de valeur du lecteur. De cette manière, la fiction permet de trouver des exemples de différences sans renier le son ontologique réel hors de la fiction. La fiction permet de trouver, donc au sens deuxième sens, des exemples de différences sans renier le son ontologique réel. Sans renier le son ontologique réel qu'on a prouvé en deuxième partie. Conclusion. En définitive, la citation de Montaigne est vérifiée non dans la réalité matérielle, comme on le supposait en 1, comme on l'a montré faux en 2, mais dans l'intersubjectivité et la fiction. Donc 3.2 et 3.3. Ceux-ci seuls peuvent donner des exemples où l'animal est sans faute plus proche de tel homme que de tel autre. Ceux-ci seuls peuvent donner des exemples où l'animal est sans faute plus proche de tel homme que de tel autre. Notez tous les mots, notez vraiment tous les mots. Ceux-ci seuls peuvent donner des exemples. Alors, je vais expliquer. Ceux-ci seuls, donc ça veut dire que seulement ces langages peuvent donner des exemples. Et donner des exemples, c'est la méthode qu'on a mise en place, c'est la recherche inductive, où l'animal est sans faute. Donc c'est nécessairement, donc c'est indiscutable. Alors, il faut absolument que je vous fasse la remarque sur la forme de cette troisième partie. Cette troisième partie, elle est courte. Elle est très courte. Elle est dramatiquement courte. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivé là, à la fin ici, il me restait 5 minutes. Il me restait 5 minutes. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je saute ma dernière sous-partie ? Et je fais direct une conclusion. Et en fait, j'ai préféré ne pas prendre ce risque. Et mon argument, il était vraiment bien. Et en fait, j'avais plusieurs exemples que je pouvais utiliser. Notamment, je voulais utiliser Jean Giono, Un roi sans divertissement, comme exemple. Et j'aurais pu développer beaucoup là, mais j'avais vraiment plus le temps. Donc je me suis dit, je vais boucler la forme, je vais boucler la méthode. Je vais faire mon paragraphe ici et je vais faire mon paragraphe de conclusion. Et je vous jure, j'ai mis le point ici et on m'a arraché la copie, quoi. J'étais vraiment dégoûté. Mais bon, il me semble que la conclusion synthétise vraiment notre démarche. Petite note sur la gestion du temps. 3 astuces. Première astuce, c'est de regarder très très régulièrement là où vous en êtes dans votre temps, combien de temps il vous reste, et de calculer ça. En gros, plus vous faites des entraînements, plus vous savez combien de temps ça vous prend d'écrire une dissertation, d'écrire une partie entière, une sous-partie et tout. Ça, il faut l'avoir en tête. Il faut regarder régulièrement son temps sur sa montre pour savoir où est-ce qu'on en est. Ensuite, ne pas passer trop de temps à réfléchir au sujet. Ça, c'est vraiment un problème, c'est que comme je l'ai fait sur cette dissertation, j'ai passé trop de temps à réfléchir sur le sujet et ça m'a pénalisé parce que ça m'a pris trop de temps sur mon temps de rédaction. Troisième conseil, si vous devez sacrifier quelque chose quand vous manquez de temps pour terminer votre dissertation,
sacrifiez d'abord la longueur des paragraphes parce que il vaut mieux sacrifier la longueur que le reste, il vaut mieux sacrifier la longueur que la clarté ou que l'argument lui-même, il vaut mieux sacrifier la longueur aussi que une partie entière que vous supprimez, quoi. Une sous-partie entière, c'est terrible. Parce que y a certains correcteurs qui sont très attentifs à la forme de la copie. Si c'est pas 3 x 3, ça ne fonctionne pas et vous avez en dessous de la moyenne. Donc il faut faire très attention à ça. Pourquoi cette copie a eu 16 ? Pourquoi cette copie a eu 16 ? Eh bien, elle a eu 16 parce que la démarche est intéressante. La démarche est rigoureuse. Dès l'introduction, la démarche est très rigoureuse avec toutes les définitions, toute la partie de recherche de la problématique. C'est très rigoureux. Il me semble que les exemples sont classiques et plutôt bien expliqués. Et surtout, la démarche est philosophique. La démarche est philosophique, on a un problème, on essaie de trouver une solution, on questionne cette solution, on avance comme ça. Donc, si vous deviez retenir un truc de cette dissertation, c'est que la démarche philosophique, eh ben, elle a beaucoup de valeur. Elle a beaucoup de valeur dans l'évaluation des copies, quoi. C'est vraiment une démarche de j'ai un problème, je le questionne, je vais plus loin. Bref. Si je peux être très critique sur ma copie, je dirais que elle peut manquer un peu de clarté sur ce qu'on veut démontrer, ou s'attarder un peu trop sur du vocabulaire. Elle peut prendre un peu trop de références. La référence à Montaigne ici, c'est pas la peine. Les références aussi au mouvement ici, Descartes, etc., c'est pas la peine. C'est assez maladroit. Et après, si je devais dire quelques bons points de cette copie, c'est vraiment la démarche logique, la démarche philosophique, et les références qui, je pense, sont intéressantes. Il y a Aristote, il y a Kant, il y a Freud aussi, mais il y a aussi du cinéma. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous voulez voir d'autres analyses, d'autres copies, d'autres matières. Enfin, si vous voulez en voir plus, enfin voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!